Ma fille de 8 ans a ouvert son gâteau d'anniversaire lors de la fête de famille. À l'intérieur se trouvait un document avec une écriture rouge. Tu ne fais pas partie de nous, même tes vrais parents ne voulaient pas de toi. 53 personnes l'ont vu. Ma fille s'est effondrée en pleurs. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une vidéo. En quelques minutes, ma belle-mère était à genoux en train de me supplier de la supprimer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille, Piper, vient d'avoir 8 ans. 53 membres de la famille l'ont regardé ouvrir ce qui ressemblait à un gâteau d'anniversaire à sa fête. À l'intérieur se trouvait un document avec une écriture rouge sans qui disait « Tu n'es pas des nôtres. Même tes vrais parents ne voulaient pas de toi. » Ma petite fille s'est effondrée, sanglotant sur le sol. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai lancé une vidéo. En quelques minutes, ma belle-mère, Francine, était à genoux, me suppliant de la supprimer. Je suis Jenna, et je dois vous raconter ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de ma fille il y a 6 mois. Car ce qui a commencé comme une célébration s'est transformé en l'instant où j'ai déclaré la guerre à toute la famille de mon mari. Vous pourriez penser que j'exagère, mais quand quelqu'un attaque votre enfant, quand il essaie de détruire une innocente fillette de 8 ans devant tout ce qu'elle aime, vous découvrez exactement quel genre de mère vous êtes vraiment. Les origines du conflit. Je m'appelle Jenna Brennan. J'ai 34 ans et je travaille comme bibliothécaire dans une école primaire à Hartford, dans le Connecticut. Mon mari, Brett, est vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques, le genre d'homme qui passera toute la nuit à soigner un iguane malade pour le remettre sur pied. Nous nous sommes rencontrés il y a 12 ans, lorsque j'ai apporté une corneille blessée que j'avais trouvée sur le parking de l'école. Il a sauvé cet oiseau et a volé mon cœur par la même occasion. 2 ans plus tard, nous étions mariés, et 2 ans après, notre fille Piper est née. Piper est la lumière de nos vies. Elle a ses yeux noisettes incroyables qui passent du vert à l'or selon la lumière, et des boucles rousses sauvages qu'elle a héritées de ma grand-mère. Elle lit à un niveau de CM2, vaut licorne une obsession qui frôle la dévotion religieuse, et n'a jamais rencontré un animal qu'elle n'ait pas voulu adopter. Le mois dernier, elle a essayé de nous convaincre que l'opossum vivant sous notre terrasse devait entrer parce que il a l'air seul, maman. Mais dès l'instant où Piper est née, ma belle-mère, Francine, a été un problème. Francine Brennan possède 3 pâtisseries à succès à Hartford et se comporte comme si elle était de la royauté grâce à cela. Elle a épousé mon beau-père, Gérald, à 19 ans, a eu Brett à 21 ans, suivi de Dina à 23 ans, et Colton à 25 ans. Elle a maintenant 58 ans et dirige sa famille comme un dictateur en talons de créateur. Ce bébé ne nous ressemble pas, a déclaré Francine la première fois qu'elle a tenu Piper à l'hôpital. Son nez ne va pas du tout, et cette couleur de cheveux. Personne dans la famille Brennan n'a les cheveux roux. Brett en avait ri. Maman, la génétique est compliquée. La grand-mère de Jenna avait les cheveux au burn. Commode, avait marmonné Francine, me rendant mon nouveau-né comme si elle retournait une marchandise défectueuse. Les commentaires n'ont jamais cessé. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque dîner du dimanche décontracté se transformait en interrogatoire. Les yeux de Piper sont si clairs, observait Francine. Les yeux de Brett ont toujours été marron foncé, même bébé. Où elle mesurait la taille de Piper contre l'encadrement de la porte et fronçait les sourcils. Elle est trop grande pour son âge. Brett était toujours petit jusqu'au lycée. Ma belle-sœur, Dina, qui a 35 ans et gère l'une des pâtisseries de Francine, soutenait toujours sa mère. C'est étrange, Jenna. Je veux dire, nous nous inquiétons juste de l'histoire médicale de la famille. Tu comprends? Elle souriait en disant cela, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Colton, le plus jeune, 33 ans, a épousé une femme nommée Trina, issue d'une vieille fortune d'Hartford. Ensemble, ils ont perfectionné l'art de la cruauté subtile. Nous disons juste, gazouillait Trina lors des réunions de famille. Il est important de connaître sa vraie généalogie pour des raisons de santé. Seul Gérald, le père de Brett, nous a toujours défendus. Un homme calme qui a travaillé comme comptable pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Il interrompait leurs insinuations par de douces redirections. Piper ressemble exactement à Jenna, disait-il fermement. Et elle a le sourire de Brett. C'est tout ce qui compte. Mais l'obsession de Francine a empiré au fil des ans. Elle oubliait accidentellement d'inviter Piper aux fêtes d'anniversaire de ses cousins. Elle achetait des cadeaux élaborés pour les jumeaux de Dina et la fille de Colton, puis offrait à Piper des livres de coloriage à $1.
Elle emmenait les autres petits-enfants pour des journées spéciales avec grand-maman, dans ses pâtisseries, les laissant décorer des biscuits et des gâteaux, mais avait toujours une excuse lorsque nous demandions le tour de Piper. Les fours sont en réparation, disait-elle. Ou, l'assurance ne couvre pas les non-employés dans la cuisine pour l'instant. Brett a essayé d'en parler avec elle à plusieurs reprises. Maman, tu blesses les sentiments de Piper. Elle remarque que tu la traites différemment. Je traite tous mes petits-enfants de la même manière, insistait Francine, sa voix dégoulinante de fausse innocence. Si Piper se sent exclue, peut-être devrais-tu te demander pourquoi elle ne s'intègre pas à la famille. Le point de rupture aurait dû être Noël dernier, lorsque Francine a offert à tous les petits-enfants des bracelets en or assortis avec leurs initiales, sauf que celui de Piper était clairement en plastique peint en doré. Ma fille, aussi douce qu'elle soit, a juste dit merci et l'a porté jusqu'à ce qu'il lui rende le poignet vert. Mais j'ai commencé à planifier ce jour-là. Je savais que Francine allait intensifier ses actions et je devais être prête. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle planifiait déjà quelque chose d'une cruauté si calculée que cela allait détruire sa propre famille par la même occasion. Elle pensait pouvoir briser ma fille, m'humilier et nous chasser de la famille Brennan pour toujours. Elle avait tort, car ce que Francine n'a jamais compris à propos des bibliothécaires, c'est que nous sommes des chercheurs dans l'âme. Nous savons comment trouver des informations, comment vérifier les sources et comment découvrir la vérité. Et la vérité sur Francine Brennan était bien plus dommageable que n'importe quel mensonge qu'elle pourrait raconter sur ma fille. Notre vie à Hartford. La vie n'était pas censée être si compliquée. Lorsque j'ai épousé Brett il y a 10 ans, je pensais rejoindre une famille chaleureuse et prospère qui m'accueillerait comme ma propre famille l'avait accueilli. Mes parents, Rosa et Denny, avaient reçu Brett comme le fils qu'ils avaient toujours voulu. Mon père lui a appris à réparer des voitures dans notre garage, et ma mère le renvoyait chez lui avec des plats de son célèbre arrose qu'on polo tous les dimanches. Ma sœur Meredith plaisantait en disant que Brett était l'enfant préféré qu'elle avait remplacé. Et mon frère Nolan l'a fait venir à Chicago juste pour aller voir des matchs des Cubs ensemble. Notre maison à West Hartford reflétait tout ce que Brett et moi valorisions. Ce n'était pas le manoir tentaculaire dans lequel vivait Francine, mais notre maison coloniale de 4 chambres avait du caractère. J'avais peint la bibliothèque en vert sauge et l'avais remplie de bibliothèque du sol au plafond. Brett avait converti le sous-sol en une salle d'examen où il pouvait traiter la faune blessée après les heures de bureau. Notre jardin était un paradis pour Piper, avec une balançoire, un potager que je l'aidais à entretenir et une collection de mangeoires à oiseaux qui attiraient des cardinaux et des geais bleus toute l'année. J'adorais mon travail à l'école primaire Mlay. Être bibliothécaire, ce n'était pas seulement prêter des livres. C'était regarder des enfants de 6 ans découvrir que la lecture pouvait les transporter n'importe où. C'était aider les lecteurs en difficulté à trouver ce livre qui allait tout changer. C'était créer des spectacles de marionnettes pour les élèves de maternelle et organiser des poétries slam pour les CM2. Ma directrice, la docteure Patricia Hawkins, disait souvent que j'avais transformé la bibliothèque d'une salle tranquille en le cœur battant de l'école. Madame Brennan nous a lu la meilleure histoire de dragon aujourd'hui, racontaient les enfants à leurs parents à la sortie. Elle faisait toutes les voix et tout. La pratique vétérinaire de Brett était spécialisée dans les animaux exotiques, ce qui signifiait que nos conversations au dîner n'étaient jamais ennuyeuses. J'ai opéré un caméléon aujourd'hui, annonçait-il, encore émerveillé après toutes ces années. Son propriétaire a conduit 3 heures parce que nous sommes la seule clinique qui s'occupe des reptiles. Mais tous les dimanches, nous devions faire face au dîner de famille Brennan chez Francine. Le manoir se dressait sur 1,5 hectare à Glastonbury, avec une piscine, un court de tennis et une cuisine qui semblait appartenir à un magazine. Francine tenait court en bout de table, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés, ses ongles manucurés, ses vêtements toujours des marques de créateurs que je ne pouvais pas prononcer. « Jenna, ma chère, disait-elle, examinant ma tenue avec un dédain à peine dissimulé. Cette robe vient de Target ? Comme c'est pratique. » Les insultes étaient toujours enveloppées de fausses douceurs. Bibliothécaire. Comme c'est gentil. Bien que je suppose que quelqu'un doive faire les petits boulots. Ou, Brett aurait pu épouser la fille du docteur Morrison. Elle est cardiologue maintenant. Mais je suppose que l'amour nous fait faire des choses folles. Dina s'asseyait à côté de sa mère, acquiesçant. Elle avait hérité des traits acérés de Francine et de sa langue encore plus acérée. Piper semble si différente de mes garçons, observait-elle. Marcus et Théo sont si visiblement des Brennan. Ils ont le menton de la famille. Ces jumeaux, maintenant âgés de 10 ans, étaient gâtés au-delà de toute croyance.
Francine leur achetait des motos tout-terrain, des consoles de jeux et des vêtements de marque. Ils fréquentaient une école privée et passaient les étés dans des camps qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Colton et Trina étaient tout aussi insupportables. Trina venait de la famille Ashford, de la vieille fortune du Connecticut qui remontait au Mayflower. Elle décorait leur maison entièrement en blanc et beige, et leur fille, Scarlett, 7 ans, n'était pas autorisée à jouer dehors de peur de salir ses vêtements. Nous envisageons la Brightmoor Academy pour Scarlett, annonçait Trina. Où va Piper, déjà ? L'école publique. Comme cela doit être diversifié. La façon dont elle disait « diversifié » le faisait ressembler à une maladie. Gérald essayait de maintenir la paix. Il était tout ce que Francine n'était pas, calme, réfléchi, sincèrement gentil. Il avait travaillé comme comptable dans la même entreprise pendant 40 ans, sans jamais manquer un jour, sans jamais se plaindre. Il portait le même style de pantalon kaki et de polo qu'il portait depuis les années 80, et son idée de l'excitation était de trouver une nouvelle espèce d'oiseau à la mangeoire. L'école de Piper a une excellente réputation, interjectait-il lorsque la critique devenait trop dure. L'éducation publique a bâti ce pays. Gérald, s'il te plaît, claquait Francine. Ne sois pas naïf. Le piège. 3 mois avant la fête du 8e anniversaire de Piper, quelque chose a changé. Francine est devenue obsédée par les sites web d'ascendance et les tests ADN. Tout le monde devrait connaître son héritage, a-t-elle annoncé un dimanche. Je fais tester toute la famille. Ce sera amusant. Brett a refusé. Maman, c'est inutile et invasif. Que caches-tu ? A demandé Dina, les yeux brillants de malice. Rien, a dit Brett fermement. Nous n'avons juste pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est là que j'ai remarqué Francine regarder Piper plus attentivement, étudiant ses traits comme si elle les mémorisait pour un futur objectif. Elle prenait des photos de Piper quand elle pensait que je ne regardais pas, et je l'ai surprise à mesurer la taille de Piper par rapport à ses propres petits-enfants. J'aurais dû savoir qu'elle planifiait quelque chose, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. La fête d'anniversaire était censée être parfaite. Nous avions loué le centre communautaire Elmwood, un bel espace avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail. Des serpentins violets et argentés s'entortillaient aux poutres du plafond, des ballons licornes s'entassaient à chaque table, et une bannière peinte à la main disant « Joyeux 8e anniversaire, Piper » s'étirait sur le mur principal. J'avais même engagé un maquilleur et un artiste de ballons pour divertir les enfants. Mes parents étaient arrivés de Richmond 2 jours à l'avance pour aider aux préparatifs. Ma mère, Rosa, a passé le vendredi soir à faire 3 types d'empanadas pendant que mon père, Denny, assemblait les sacs cadeaux à notre table de cuisine, se plaignant gentiment de la quantité de paillettes impliquées. Ce truc va partout, se plaignait-il, trouvant des étincelles dans sa barbe grise. Je vais briller comme une boule disco pendant des semaines. Ma sœur Meredith est arrivée le samedi matin avec ses jumeaux, Logan et Lucy, qui ont immédiatement commencé à aider Piper à arranger les centres de table licorne que j'avais commandés. Mon frère Nolan est arrivé de Chicago le même matin, portant un énorme cadeau emballé qu'il a refusé de laisser quiconque toucher. « Oncle Nolan, est-ce une vraie licorne ?» a demandé Piper, rebondissant sur la pointe des pieds. « Mieux, a-t-il promis. C'est un télescope, pour que tu puisses chercher des licornes sur la Lune. » La fête a commencé à 14 h. Piper portait sa robe violette préférée avec des couches de tulle qui la faisaient se sentir comme une princesse et un diadème argenté que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Ses boucles au burn étaient attachées avec des pinces scintillantes et elle avait insisté sur le vernis à ongles violet pour assortir sa robe. « Maman, c'est le plus beau jour de ma vie », a-t-elle piaillé, me serrant dans ses bras pour la 10e fois de l'heure. Les familles ont commencé à arriver à l'heure. Les cousins de Brett sont venus avec leurs enfants. Mes collègues de l'école ont amené leurs enfants et les camarades de classe de Piper sont arrivés en courant avec des cadeaux et de l'excitation. Le centre communautaire s'est rempli du son des rires d'enfants et des adultes discutant autour du punch et des amuse-gueules. Puis la famille Brennan est arrivée. Francine est entrée, vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement plus que notre hypothèque mensuelle, portant une énorme boîte rose au lieu d'un cadeau emballé. Dina suivait avec Marcus et Théo qui ont immédiatement commencé à se plaindre que les jeux de fête semblaient trop bébés. Colton et Trina sont arrivés en dernier avec Scarlett dans une robe blanche qui semblait complètement inappropriée pour une fête d'enfants. « Où dois-je mettre ça ?» a demandé Francine, désignant la boîte rose. « Il faut que ce soit la pièce maîtresse, bien sûr. » « C'est là que le gâteau va, ai-je expliqué,
pointant la table à gâteau désignée. C'est le gâteau, ma chère. Francine a souri, mais ses yeux étaient froids. J'ai insisté pour le faire moi-même. Après tout, je suis la pâtissière professionnelle de la famille. Brett avait l'air confus. Maman, nous avons déjà commandé un gâteau à la pâtisserie Santino. Annule-le, ordonna Francine. Aucun de mes petits-enfants n'aura un gâteau acheté en magasin alors que je possède 3 pâtisseries. Pour éviter une scène, nous avons appelé Santino et nous nous sommes excusés pour l'annulation de dernière minute. Ils ont été compréhensifs, même si nous avons quand même dû le payer. Francine a positionné sa boîte rose sur la table à gâteaux comme si c'était une œuvre d'art dans un musée. La fête a continué avec des jeux et des activités. Le maquilleur a transformé les enfants en papillons et en tigres. L'artiste de ballon a créé des épées et des fleurs élaborées. Piper était radieuse, courant d'ami en ami, son rire remplissant l'espace. Le choc et la contre-attaque. Quand est venu le moment du gâteau, Francine a pris le contrôle. Elle a tapé une cuillère contre son verre, exigeant l'attention des 53 invités. Avant de chanter pour ma petite fille, a-t-elle annoncé, insistant étrangement sur le mot « petite fille ». J'ai une surprise très spéciale. Piper, ma chérie, viens ouvrir ta boîte d'anniversaire spéciale. Quelque chose dans son ton m'a donné un haut le cœur. J'ai regardé Brett, qui semblait tout aussi perplexe. Gérald fronçait les sourcils depuis son siège près de la fenêtre. « Vas-y, ma puce », encouragea Dina, son téléphone déjà sorti et enregistrant. « Ouvre ta surprise ». Colton s'était positionné pour le meilleur angle, son téléphone enregistrant également. Trina souriait derrière sa main, chuchotant quelque chose à un autre cousin. Piper s'est approchée de la boîte rose avec l'excitation que seul un enfant peut avoir pour les surprises. Elle a soulevé le couvercle orné avec précaution. À l'intérieur, au lieu d'un gâteau, se trouvait une boîte de documents blanches attachée avec un ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère Francine ?» a demandé Piper, confuse mais toujours souriante. « Ouvre-le et lis-le à tout le monde », ordonna Francine. Piper a défait le ruban et a sorti un document. Ses yeux de 8 ans ont eu du mal avec le texte formel. « Maman, je n'arrive pas à lire cette écriture. C'est tout rouge et ça a l'air effrayant. » J'ai avancé, le cœur battant, et j'ai pris le papier de ses petites mains. Tandis que je lisais les mots, mon sang s'est glacé. En grosses lettres rouges en « preuve d'infidélité ». Résultat de test ADN. En dessous, tu n'es pas des nôtres. Ta mère t'a trompé. Même tes vrais parents ne voulaient pas de toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet du centre communautaire. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Quelque chose de froid et de calculé a pris le dessus, comme un interrupteur qui bascule dans mon cerveau. Pendant que Meredith se précipitait pour prendre ma fille en larmes, pendant que ma mère, Rosa, haletait d'horreur, pendant que mon père, Denny, se tenait les poings serrés, je suis devenu parfaitement, dangereusement calme. « Tu veux parler de test ADN, Francine ?» ai-je dit, ma voix aussi stable que l'acier. « Parlons de test ADN. » Brett me regarda avec confusion. « Jenna, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, le même téléphone où j'avais collecté des preuves pendant 3 mois. 3 mois de préparation pour tout ce que Francine pourrait faire, même si je n'avais jamais imaginé qu'elle tomberait si bas. Vous savez ce qui est intéressant avec les réunions de famille, ai-je demandé à la pièce, bien que mes yeux n'aient jamais quitté le visage de Francine. Les gens boivent du vin. Ils se détendent. Ils racontent des histoires qu'ils ne devraient probablement pas. Le visage parfaitement composé de Francine a montré la première fissure. De quoi tu parles ? L'été dernier, à votre réunion de famille à Martha's Vineyard. Votre cousine Lorraine a bu pas mal de Pinot Grigio. Elle m'a raconté l'histoire la plus fascinante sur votre adolescence. Lorraine est une ivrogne, a craché Francine. Rien de ce qu'elle dit n'a de sens. Peut-être, ai-je concédé, balayant mon téléphone pour trouver le fichier vidéo que j'avais sauvegardé dans 3 services cloud différents juste pour être sûr. Mais vous savez ce qui a du sens ? La documentation, les dossiers, les certificats de naissance de 1982. Gérald s'est avancé. Jenna, qu'est-ce qui se passe ? Votre femme a gardé un secret pendant 43 ans, ai-je dit, connectant mon téléphone au système audiovisuel du centre communautaire. Dieu merci pour tous ces ateliers de technologie de bibliothèque auxquels j'avais participé. L'écran Samsung s'est parfaitement reflété sur la grande télévision montée au mur. C'est ridicule, a interjeté Dina. Maman, dis-lui d'arrêter ces bêtises.
Mais Francine était devenue pâle. Elle savait exactement ce qui allait arriver. La vidéo a commencé à jouer. Il y avait Lorraine, la cousine germaine de Francine, assise avec moi à une table de pique-nique lors de la réunion. Sa voix était légèrement pâteuse, mais assez claire. « Vous savez ce qui me tue chez Francine ? Elle se comporte comme si elle était au-dessus de tout, jugeant les choix de tout le monde. Mais elle a eu un bébé à 17 ans, mise enceinte par un batteur d'un groupe appelé les Midnight Rebels. Vous pouvez le croire ? Ses parents l'ont envoyée dans un de ces foyers pour mère célibataire dans le Vermont. Elle a fait adopter le bébé et est revenue comme si de rien n'était. » Le centre communautaire a éclaté en chuchotements. Brett a regardé sa mère sous le choc. Le visage de Gérald était passé de confus à anéanti. Mais je n'avais pas fini. J'ai balayé vers le fichier suivant. Ceci est un rapport de l'enquêteur privé que j'ai engagé, ai-je annoncé, le document apparaissant à l'écran. Catherine Mitchell, née le 15 avril 1982 à Burlington, Vermont. Adoptée par David et Patricia Mitchell de Boston, diplômée de l'Université de Boston, mariée à Thomas Chen, mère de 2 enfants. Elle a cherché sa mère biologique pendant 20 ans. J'ai balayé à nouveau. Voici sa lettre à l'agence d'adoption demandant toute information sur ses parents biologiques. Il est écrit « Je ne veux pas d'argent ni perturber la vie de qui que ce soit. Je veux juste savoir d'où je viens. Je veux connaître mes antécédents médicaux pour mes enfants. Je veux savoir si j'ai des frères et sœurs. » Les jambes de Francine ont semblé la lâcher. Elle s'est agrippée au bord d'une table pour se soutenir. Mais voici la partie vraiment intéressante. Ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Lorsque Catherine vous a finalement retrouvé l'année dernière, vous l'avez rejetée. Vous lui avez dit de ne plus jamais vous contacter. Vous l'avez menacée d'une ordonnance restrictive si elle essayait de contacter votre famille. La voix de Gérald était à peine un murmure. « Francine, est-ce vrai ? » « C'était avant toi, » a crié Francine. « C'était avant que je te rencontre. Ça n'a rien à voir avec nous. 26 ans de mariage, et tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un enfant. » Le calme habituel de Gérald s'est complètement fissuré. « Je t'ai tout dit de mon passé. Tout. Et tu as eu une fille que tu as donnée. » J'ai affiché un dernier document sur mon téléphone. Maintenant, abordons ce faux test ADN que vous avez créé pour blesser ma fille. Voici le vrai test ADN du centre médical de Hartford, effectué il y a 6 semaines lorsque je soupçonnais que vous pourriez tenter quelque chose comme ça. Piper est la fille biologique de Brett à 99,9%. Brett a arraché les papiers de la boîte blanche, les examinant attentivement sous la lumière. Ce ne sont même pas de vrais documents médicaux. Cette en-tête est mal imprimée. Le laboratoire n'existe pas. Tu as tout fabriqué ? J'ai aussi des emails, ai-je ajouté, montrant l'écran. Entre vous et quelqu'un nommé Derek Morrison, qui travaille apparemment dans une imprimerie. Vous l'avez payé $300 pour créer ces faux documents. Il a été très serviable lorsque mon enquêteur l'a contacté. La pièce était en chaos complet. Les parents couvraient les oreilles de leurs enfants. Certaines des amies de Francine s'éloignaient déjà vers les sorties, téléphone à la main, prêtes, sans aucun doute, à propager ce scandale dans la haute société d'Hartford. S'il vous plaît. Francine est tombée à genoux. Littéralement tombée à genoux dans son tailleur crème sur le sol du centre communautaire. S'il vous plaît, Jenna, supprime tout. Je t'en supplie. Gérald s'est levé lentement, son visage livide, ses mains tremblant alors qu'il agrippait le dossier de sa chaise. En 26 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu aussi dévasté. Cet homme tranquille, qui avait passé des décennies à soutenir les ambitions de sa femme, à défendre ses jugements sévères et à trouver des excuses pour sa cruauté, voyait enfin la vérité. « Francine, est-ce vrai ?» a-t-il demandé, sa voix brisée. « Gérald, je peux expliquer. » a bégayé Francine depuis sa position au sol, son tailleur de créateur froissé contre le parquet. « Est-ce vrai ?» a hurlé Gérald, et toute la pièce a sursauté. Le gentil Gérald, doux et posé, qui n'élevait jamais la voix, qui résolvait chaque problème par une discussion patiente, était soudain un homme transformé par la trahison. « C'était avant toi !» a crié Francine, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. « J'avais 17 ans. Mes parents m'ont forcé à l'abandonner. Ça ne voulait rien dire. »« 26 ans, » a dit Gérald, sa voix retombant à un murmure qui était d'une certaine manière plus dévastateur que son cri. 26 ans de mariage, et tu ne m'as jamais dit que tu avais eu un enfant. Quand nous avons lutté pour concevoir Brett, quand nous avons traversé des mois de traitement de fertilité, tu n'as jamais pensé à mentionner que tu avais déjà eu un bébé.
Mais je n'avais pas fini. L'enquêteur que j'avais engagé avait été minutieux, et Francine devait comprendre la destruction complète de la façade qu'elle avait construite. J'ai affiché un autre document sur mon téléphone, le projetant sur l'écran de télévision. Voici autre chose d'intéressant. Il y a 3 semaines, vous êtes allé à un laboratoire à Stanford. Vous avez payé en espèces, utilisé un faux nom et soumis des échantillons d'ADN. Mais voici le truc avec les caméras de sécurité, Francine. Elles enregistrent tout. L'écran montrait des images granuleuses mais claires de Francine à un bureau remplissant des formulaires. Les vrais résultats de test de ce laboratoire montrent exactement ce que le test légitime montre. Ai-je continué? Piper est la fille de Brett, mais vous avez payé quelqu'un nommé Craig Hoffman, un technicien de laboratoire avec des dettes de jeu, $5000 pour créer un deuxième rapport falsifié. Il a gardé vos SMS. J'ai montré les messages à l'écran, besoin des résultats montrant une correspondance négative. Paiement prêt. C'est une fraude. Pourrais perdre mon emploi. $10 000 alors, la moitié maintenant, la moitié après. Brett faisait les 100 pas maintenant, passant ses mains dans ses cheveux. Tu as payé $10 000 pour détruire une enfant de 8 ans? Ta propre petite fille? Elle ne nous a jamais ressemblé, a crié Francine, se levant finalement, son calme complètement brisé. Ses cheveux roux, ses yeux clairs. Elle ne te ressemble en rien, Brett. Elle ressemble exactement à ma femme, a crié Brett en retour. Et même si ce n'était pas le cas, même si elle était adoptée, même si elle était violette à pois, c'est ma fille. La mienne. Comment oses-tu? Dina a essayé de sauver quelque chose du naufrage. Maman essayait juste de protéger l'héritage familial. S'il y avait des doutes sur la filiation de Piper, cela pourrait affecter les questions d'héritage. Quel héritage? A demandé Gérald froidement. L'argent que Francine gagne avec ses pâtisseries. Ça lui appartient. Mes fonds de retraite. Ils vont à mes enfants et petits-enfants également. Il n'y a jamais eu de fortune à protéger, Dina. Votre mère a torturé un enfant pour rien d'autre que l'orgueil et les préjugés. Colton, qui avait tout enregistré, a finalement baissé son téléphone. Maman, c'est au-delà de toute réparation. Quand ça va se savoir, et ça va se savoir, tes pâtisseries seront finies. Personne n'achètera un gâteau d'anniversaire à quelqu'un qui a détruit l'anniversaire d'une enfant. S'il vous plaît, a supplié Francine à nouveau, se tournant vers moi. S'il vous plaît, Jenna, supprime tout. Je ferai n'importe quoi. Je te donnerai de l'argent. Je te céderai une des pâtisseries. N'importe quoi. Ma mère, Rosa, s'est avancée alors, son petit mètre 60 rayonnant de fureur. Tu veux qu'elle supprime la preuve de ce que tu as fait? Tu as traumatisé ma petite fille devant 50 personnes, et tu veux t'en sortir en achetant? J'ai fait une erreur, a gémi Francine. Non, a interjeté mon père, déni, son allure militaire évidente dans sa posture. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou acheter la mauvaise taille de robe. Tu as planifié ça pendant des mois. Tu as commis une fraude. Tu as conspiré avec plusieurs personnes. Tu as choisi la manière la plus publique et la plus humiliante possible de blesser une petite fille. Ce n'est pas une erreur. C'est de la méchanceté. Je me suis agenouillé à côté de Piper, qui pleurait toujours dans les bras de Meredith, son petit corps tremblant de sanglots qu'elle ne pouvait pas contrôler. Bébé, regarde-moi. Regarde maman. Le visage de Piper, taché de larmes, s'est tourné vers moi. Pourquoi grand-mère Francine ne veut-elle pas de moi? Parce que grand-mère Francine a le cœur malade, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Parfois, les gens sont si malheureux avec eux-mêmes qu'ils blessent les autres. Mais tu es aimée. Tu es voulue. Tu es précieuse. Et rien de ce que quelqu'un dit ne changera jamais cela. Puis je me suis levé et j'ai fait face à Francine une dernière fois. Tu veux que je supprime ça? Voici mes conditions, et elles sont non négociables. Tu paieras la thérapie de Piper aussi longtemps qu'elle en aura besoin, sans plafond ni limite de temps. Tu transféreras la propriété de ta plus récente pâtisserie, celle de West Hartford, à une fiducie au nom de Piper pour ses études universitaires.